Au terme de 3 journées placées sous le signe de la Gamescom de Cologne, la rédaction de jeuxvideo.fr vous propose son bilan, une émission spéciale pour laquelle nous avons retenu des thématiques qui selon nous ont marqué cette édition 2012, à commencer par le moment fort de l'événement avec une conférence étoffée du côté de chez Sony, un retour sur 2 tendances marquées de cette édition, le cross-platform et le free-to-play, et puis Nercès nous emmènera à la rencontre de développeurs indépendants français présents sur le salon. Au cœur de cette émission, Remember Me, le jeu de Dontnod qui a emballé la rédaction. Notre ami Benoît nous proposera quant à lui un sujet consacré à quelques-uns des jeux les plus ambitieux du point de vue artistique présentés à Cologne. Enfin, nous nous quitterons sur notre traditionnel tour des stands. La spéciale Gamescom 2012, c'est du lourd et c'est parti. Salut à tous! Salut à toutes et à toutes! Et bienvenue, ouais. Et toi, la petite donzelle qui se cache derrière Tout ton à écran. fait, je sais que tu nous regardes. Bienvenue pour cette émission spéciale Gamescom 2012. Tout à fait, donc le salon européen du jeu vidéo, si ce n'est mondial en termes de superficie. Tout à fait, le plus la grand. grande messe, effectivement, de Cologne. Qui est comme spécialisé un peu comme sur les jeux PC, vu que c'est le plus grand marché sur ce support en Europe. Effectivement, donc c'est un petit peu la marque de fabrique du salon. Un salon où nous avons envoyé quelques-uns de nos confrères, Maxence, Benoît, Nercès et notre ami Clément, qui sont allés nous pêcher quelques belles images et quelques beaux sujets également. Tout à fait. Mais avant d'y venir, eh bien, petit récapitulatif, donc ça s'est passé cette semaine. Voilà, donc du 15 au 19 août, Tout à fait. voilà, donc comme on l'a dit, c'est à Cologne en Allemagne. Tout à fait, en Allemagne, donc pas mal d'exposants, mais moins que les années précédentes, puisque cette année, étonnamment, Microsoft et Nintendo ont décidé de faire la passe. Les constructeurs, donc quand même des gens qui font leur conférence, qui donnent une petite impulsion au début de salon. Donc là, comme tu l'as dit, il n'y avait que Sony. Le revers de la médaille, dans un sens positif, c'est que les studios indépendants, du coup, ont eu beaucoup plus de place. Plus de place, une meilleure visibilité. vitrine, plus de visibilité. Tout à fait. Et puis justement, cette absence de Microsoft et Nintendo a carrément profité à Sony. C'est le premier point de notre émission, le temps fort du salon, Sony. Sa conférence qui a tout de même, je trouve, rattrapé quand même en partie. Celle de l'E3 qui était un petit peu… Déjà l'E3, la PS Vita, ça n'existait pas. Donc là, ils ont quand même fait une discussion quand même bien orientée là-dessus. Et surtout, des annonces. Alors, c'est pas forcément des jeux AAA, etc. Mais quand même des jeux nouveaux, novateurs au niveau un petit peu de leur… assez audacieux au niveau de leur conception, surtout d'un point de vue artistique, on y reviendra. Donc du coup, des choses qui font quand même plaisir à nous autres joueurs qui changent les traditionnels chiffres, machin, en disant voilà, c'est nous qui avons la plus grosse. Rappelez-vous la PS2, machin. On a eu quand même pas mal de choses comme ça avant. Et là, non. Donc Sony qui a carrément profité du boulevard qui lui était offert par Nintendo et Microsoft pour corriger cette conférence de l'E3 et puis amener quelques annonces comme tu l'as dit avec Rain par exemple. Notamment, Rain donc un jeu d'aventure qui va je pense attirer pas mal de monde déjà de par sa direction artistique qui est assez étonnante. Orienté, comme son nom l'indique, sur une gestion de l'eau et de la pluie qui ont vraiment un rôle majeur dans l'épopée. Alors on ne sait pas trop encore ce que c'est un jeu d'aventure, mais c'est un peu obscur. Plus simple, en tout cas plus évident à comprendre tout de suite, c'est Puppeteer. Donc là c'est sur PlayStation 3 toujours, ça sort également en 2013. Petit jeu d'action plateforme. Alors un petit mélange entre quelque part un peu Little Big Planet et puis le Gunslinger qu'on avait vu sur 360 avec Kinect. En gros, on va avoir des petites poupées sur une espèce de scène de théâtre et les jeux d'ombre et lumière sont magnifiques. Ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, pareil, et de rafraîchissant. En tout cas, c'est à surveiller. Tearaway également. Alors Tearaway, ça c'est un nom pas forcément… Bien connu dans l'artillerie, parce que tirailleur, tout ça. Celle-là, je suis sûr que tu l'avais préparée avant en rentrant. Je l'ai déjà sorti à la rédac pendant la conférence. Donc alors Tearaway, assez étonnant également là au niveau de son concept et de sa direction carrément, artistique. Donc c'est Media Molecule, donc ce qu'on fait Little Big Planet 1 et 2 d'ailleurs. Et donc on se retrouve avec un petit Gugus qui s'appelle Yota, qui explore un monde en papier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça utilise la Vita avec différentes fonctionnalités, donc la capture de mouvement, le micro pour déplier le décor, évidemment la couche tactile. Donc quelque chose d'assez frais. On attend comme de voir un petit peu plus et d'avoir le jeu en main pour savoir ce que ça vaut. Mais bon, derrière, c'est quand même un gros studio. C'est sur Vita et en 2013. Voilà, tout à fait. Donc Media Molecule, on l'a dit. Et puis un autre gros studio qui a également présenté quelque chose, c'était Santa Monica Studios. Connu pour les God of War. Pour les God of War notamment. Donc qui ont présenté Until Dawn. Alors Until Dawn, toujours sur PlayStation 3, du survival horror dans une espèce de trip un peu teen movie. C'est assez original. Il y a quand même
Enfin, original, mais quand même pas mal inspiré d'Alan Wake, à mon goût. Tout à fait. En termes, on va dire que c'est original sur le cadre de l'aventure, mais en tout cas, pour ce qui est de, effectivement, visuellement, ça rappelle un petit peu Alan Wake. Bon, enfin, après, c'est pas une mauvaise référence, Monica Studios, donc on peut quand même rester confiant. Et puis, enfin, dernière annonce, Killzone Mercenary sur PlayStation Vita. Tout à fait. Donc là, bon, une série quand même assez connue qui débarque sur Vita. Donc un FPS, évidemment, produit par Guerrilla. Gorilla. Ouais, j'aime bien la musique, tout ça. Mais, et donc, c'est pareil sur PlayStation Vita en 2013. Ça ne devrait pas sortir des sentiers battus, mais ça devrait être très efficace et apporter à cette console qu'on a besoin des nouveaux jeux. C'est vrai que c'était très demandé, c'était très demandé par les joueurs, possesseurs de Vita en particulier. Donc ensuite, Sony a quand même fait un petit peu le focus sur quelques jeux déjà annoncés, mais dont on a eu un petit peu plus d'infos, en tout cas plus d'images, à commencer par Call of Duty Black Ops Declassified. Voilà, bah ça... Donc là, encore une fois... Ouais, mais j'ai quand même quelques doutes là-dessus, puisque c'est Nihilistic donc qui s'en occupe, c'est ceux qui ont fait Résistance, le dernier sur Vita, qui était déjà un peu moyen. Ils ont aussi fait de mémoire, non je déconne, je lis, PlayStation Move Heroes, donc des jeux pas forcément transcendants, donc j'ai un petit peu peur quand même pour ce Call of Duty exclusif à la Vita. D'accord, et puis Assassin's Creed Libération, donc là pareil on avait eu enfin l'annonce a été faite à l'E3 si je ne dis pas de bêtises, et puis enfin The Last of Us. The Last of Us, qui est le gros projet de Naughty Dog. Tout à fait, donc ceux qui ont fait Uncharted, et voilà, un trailer qui déjà faisait vraiment envie et puis qui envoyait vraiment du lourd d'un point de vue visuel. D'un point de vue visuel, et enfin vraiment là je pense que tous les possesseurs de PlayStation 3 l'attendent de pied ferme. Je pense pas me tromper en disant ça. Voilà pour ce qui est de cette conférence Sony, donc alors voilà. Des annonces et des confirmations un peu de jeux intéressants. Voilà, je sais que sur place, Maxence par exemple, t'as pas été très convaincu, mais par rapport à ce qu'on a vu à l'E3, faut quand même... Ouais, voilà, c'est pas foufou, mais on peut quand même relativement satisfait des quelques annonces. Tout à fait, des quelques annonces qui ont été faites. Alors, on a retenu de ce salon, c'est la deuxième partie de notre émission, 2 tendances. Tout à fait, c'est aussi ce que je retiens principalement de la conf Sony, c'est qu'au-delà donc des annonces, il y avait aussi des confirmations sur des tendances qu'on commençait à sentir au niveau notamment du cross-platform, donc la connexion, le rapprochement entre différents supports. Donc évidemment, il y a la PlayStation 3 et la PlayStation Vita. Donc je vais commencer avec la première, le cross-buy. Il y a pas mal de trucs en anglais. Donc pourtant les jeux sont passés, donc les jeux de cross c'est fini. Mais non, Sony arrive avec le cross-buy. Et donc le cross-buy, on achète un jeu sur PlayStation 3 et on peut y jouer et donc le télécharger parce que c'est dématérialisé évidemment, gratuitement sur PlayStation Vita ou l'inverse. Alors ça, c'est une fonctionnalité quand même qui est très intéressante pour les joueurs. Bah oui, on peut que saluer l'initiative de la part de Sony. Maintenant, tout le monde se pose la question, les éditeurs tiers vont-ils suivre? À notre avis, ils n'ont pas trop d'intérêt. Je pense que ça ne va pas les intéresser. Donc justement, les jeux annoncés, tu me tends la perche. Donc PlayStation All Stars Battle Royale, Sly Cooper Fist in Time et Ratchet & Clank Q-Force. C'est des jeux évidemment first party, donc internes à Sony. Tout à fait. Donc à mon avis, ça va pas forcément être très suivi, mais bon, c'est quand même une bonne chose pour les joueurs. En espérant que l'exemple de Sony en inspire d'autres, mais bon, là pour l'instant, pas sûr, mais voilà, il y a quand même une tendance qui est instigée. Le cross-controller. Alors ça, c'est un petit peu compliqué au niveau du nom, mais vous allez vite comprendre puisque c'est le gameplay asymétrique dont on commence à vous bassiner depuis quelques temps avec l'arrivée proche de la Wii U, mais c'est quelque chose aussi qu'on connaissait avec la DS, même avec la connexion entre la GameCube et la GBA. En gros, vous avez un deuxième écran, en général plus petit, qui va vous permettre de faire des choses en complément avec l'accent principal de l'écran de télé. Donc là, on a vu un exemple avec Little Big Planet 2, donc qui va accueillir un DLC, on espère gratuit, mais ils ne l'ont pas dit, de mémoire, et dans lequel on va pouvoir jouer avec la PlayStation Vita, donc Sackboy, donc on va contrôler, on est en train de le voir à l'écran certainement, avec les sticks et les boutons de la Vita. Donc on a alternativement soit la carte de la map sur la Vita, donc ça c'est pas hyper intéressant. Plus intéressant, on a aussi la possibilité d'avoir, dans l'exemple, on avait un carré à l'écran, on le touchait sur l'écran de la PlayStation Vita, et en gros on déplaçait un cube, donc une caisse qui était sur l'écran de la PlayStation 3, donc notamment dans une optique multijoueur, ça peut être sympa. Et plus intéressant, donc il y a aussi des mini-jeux, des interactions et des interrupteurs. Plus intéressant, on avait une Warp Zone, donc on avait Sackboy sur l'écran de la PS3. Donc de la télé de la PS3, qui allait dans une Warp Zone et qui arrivait sur l'écran de la Vita. Donc là, on pouvait jouer comme si c'était le jeu de base et s'activait. Donc c'était une fusée pour une princesse sur l'écran de la PlayStation 3. Donc voilà des exemples de connexion entre les deux supports et donc des choses qu'on commence déjà à voir avec la Wii U également. Court-circuit complètement, enfin pas complètement puisque c'est pas non plus le terrain. Là, on parle de 2 consoles tandis que l'autre c'est une console. Mais j'ai l'impression, on avait eu il y a quand même de ça, Microsoft avec sa tablette un peu à l'E3. Là, Sony qui arrive en disant
Nous aussi, on peut faire du gameplay asymétrique. Il n'y a pas que la Wii U, peut-être pour rassurer aussi les investisseurs et alpaguer un peu quelques joueurs. Donc voilà, c'est une tendance qui s'affirme avec cette Gamescom 2012. Le crossplay. J'avais prévu pas mal de cross. Il y a beaucoup de cross. Alors on l'a déjà vu sur MotorStorm RC, donc le petit jeu un peu à la micro-machine MotorStorm. On commence à jouer sur PlayStation Vita, après on continue à y jouer en suivant la progression sur PS3, on repasse sur Vita, etc. Voilà, donc on suit vraiment une progression linéaire, peu importe le support. Pareil, ça reste quand même cantonné aux jeux first party pour l'instant, parce que effectivement le truc existe, mais il faut que les développeurs suivent. C'est un peu comme le Remote Play, donc c'est la possibilité de jouer, en tout cas d'actionner la PS3 via l'écran de la Vita. Donc en gros on a l'écran de la PS3 qui est téléporté entre guillemets sur l'écran de la Vita. Il y a Killzone 3 qui joue comme ça, donc sur Vita alors qu'il tourne sur PS3, mais c'est le seul jeu à ma connaissance. Donc voilà, il faut que les développeurs prennent conscience de ces services et le fassent. Autre truc qui par contre lui est beaucoup plus récurrent et ça, à mon sens c'est un peu l'avenir au niveau des sauvegardes, c'est le cloud saving. Tout à fait. Donc on stocke ces sauvegardes sur un nuage. Et on a la possibilité donc de mettre toutes ces sauvegardes. Par exemple, si vous allez chez un ami sans vous balader avec le disque dur, la console et autres, vous avez la possibilité de lancer votre sauvegarde comme ça, ou votre console crame. En tout cas n'est plus utilisable, vous n'avez pas perdu vos sauvegardes. Et la bonne nouvelle de Sony de sa conférence, c'est que ça passe le stockage de 150 mégas, donc mégaoctets, à 1 giga. Donc ça fait comme une grosse différence. Et en parallèle, puisqu'on ne va pas parler que de Sony, la 360, il y a ça pour les membres Gold sur Xbox 360. Steam et autres services PC, ils proposent aussi du cloud saving et de plus en plus de jeux mobiles aussi. Donc voilà, une grosse tendance qui a été confirmée à la Gamescom. Sachant que Electronic Arts, donc oui, avec le Cloud Compute qu'on a pu voir également dans la conférence de Need for Speed, exactement, de Most Wanted. Donc là, c'est un peu pareil. On va pouvoir. Alors c'est encore un peu vaste et un peu flou, mais suivre la progression de son jeu, peu importe le support, donc console de salon, PC, tablette ou smartphone. Voilà, donc c'est quelque chose, et PlayStation Vita, j'allais oublier. Donc ça pareil, on attend un peu de voir, a priori ça serait principalement des points, donc des speed points, un truc comme ça qui permettent d'améliorer un petit peu ses caractéristiques, mais ça pourra peut-être demain aller un peu plus loin. Donc voilà, les grosses tendances La jeux tendance, vidéo. donc cette tendance du cross-platform, en tout cas sous plusieurs formes, c'est vraiment l'idée de s'affranchir de cet enracinement dans un seul support, dans une seule puis configuration profiter de jeu, du et développement de l'ouvrir. d'un jeu Alors, pour le diffuser sur un maximum Quelles de seront supports. les implications pour l'avenir du jeu vidéo dans son ensemble? Parce que forcément, ce n'est pas une tendance pour rien, c'est quelque chose qui va forcément structurer l'industrie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est vraiment bouillonnant en ce moment, tout comme l'est d'ailleurs la deuxième tendance que nous avons relevée dans cette Gamescom, le free-to-play. Le free-to-play qui est quand même en ce moment en train d'exploser un peu. Alors évidemment, c'est pas récent. C'est pas récent, mais en tout cas, de plus en plus de gros studios et de gros éditeurs s'intéressent plus que s'intéressent d'ailleurs, parce que par exemple, vous avez, je prends l'exemple de Crytek avec son FPS en free-to-play. Et bien là, sur cette Gamescom 2012, on a eu Ubisoft qui y est allé de quelques annonces. Et puis il a quasiment fait sa conférence que sur les free-to-play. C'était effectivement assez étonnant. Et c'est pas des petits free-to-play, oserais-je dire, c'est quand même des licences connu du catalogue d'Ubisoft. On va prendre comme exemple Anno Online, donc un Anno Online qui a l'air quand même assez ambitieux. Donc un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie tout à fait, qui a l'air quand même assez ambitieux pour un free-to-play. On sent qu'il y a une montée en gamme dans les jeux free-to-play et Ubisoft l'engage à son tour. On a eu d'autres titres, un Silent Hunter Online, on a eu un Might & Magic Riders, un Might & Magic Heroes Online. Bref, toute une gamme de jeux annoncés de la part d'Ubisoft. On sent vraiment que les éditeurs commencent à mettre le paquet là-dessus. Et on entendait récemment le patron justement de Crytek en parler. On peut quand même se douter que l'avenir nous réserve quand même de gros free-to-play. Et encore une fois, là, avec le free-to-play, on a quoi? On a aussi du cloud saving, c'est-à-dire que vous pouvez continuer, et vous pouvez jouer sur un PC, sur un Mac, etc., au même jeu, du moment que vous avez un navigateur. Donc, on revient un petit peu sur la première tendance évoquée. Avec quand même cette petite réserve sur le free-to-play, nous la connaissons tous. C'est gratuit au début, mais on ne sait jamais ce que ça cache, l'armée de DLC qui se pointe juste derrière. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, on a eu Electronic Arts qui, à son tour, a annoncé quand même une grosse franchise en free-to-play. Il s'agit de Command & Conquer Generals 2. Alors c'est un jeu qui avait été annoncé déjà en décembre dernier, mais qui à la base devait sortir, en tout cas était attendu comme un jeu sous forme, vendu sous forme matérielle et payante. Et il ne va pas par quatre chemins, parce que pour eux c'est un AAA, donc vraiment un jeu d'envergure,
en free-to-play. Tout à fait, en free-to-play, pas développé par n'importe qui non plus, puisqu'il s'agit d'un des gros studios d'Electronic Arts qui s'en occupe, c'est Victory Games, qui est passé récemment sous le label BioWare, mais sans vraiment être BioWare, c'est qu'un label. Ça vend quand même. Voilà, ils vont essayer de vendre, entre guillemets, vu que c'est du free-to-play, ils vont essayer de faire connaître le jeu sous le label BioWare, mais ne vous laissez pas duper, il ne s'agit pas de BioWare, il ne s'agit pas des studios d'Austin, d'Edmonton ou de Montréal, c'est un autre studio. Voilà, donc ça reste quand même un gros projet d'envergure en free-to-play, et puis parallèlement à ça, pas tout à fait dans le cadre de la Gamescom, rappelons aussi que dernièrement, Diablo 3 a vu une starter édition annoncée. Donc en gros, vous pouvez jouer aux 13 premiers niveaux gratuitement, c'était en gros l'équivalent de la bêta. Voilà, c'est comme c'est le même principe, puisqu'après il va falloir payer tout de même. Et même chose pour Star Wars The Old Republic, pareil, jusqu'au niveau 15, le jeu sera gratuit. Donc voilà, une grosse tendance qui tend encore à se développer, et on l'a vu comme tu l'as dit tout à l'heure, Ubisoft qui a mis le paquet sur sa conf sur ce sujet-là, à voir pour l'avenir, mais c'était vraiment, je pense, ces deux grosses tendances de cette Gamescom 2012. Alors après, heureusement, on a fait quand même des belles rencontres sur le salon, enfin en tout cas nos collègues qui étaient sur place et ont été un peu au coude à coude avec les nombreux visiteurs allemands dès le deuxième jour, parce que le premier jour c'était à la presse, et donc du coup ils ont rencontré plein de développeurs, le rédacteur c'est nous quand même, et voici un petit aperçu de leur rencontre avec donc ces différents studios de jeux indépendants français. Remarquable par l'accueil qu'elle réserve au grand public, la Gamescom est aussi un salon professionnel. Ces All Business sont l'occasion de croiser de nombreux studios français et de se rendre compte que le contingent hexagonal tend à se réduire d'année en année. L'industrie française a diminué de manière abominable. Je prends le catalogue là, du stand du pavillon français, il y a 2 fois moins de surface que l'année dernière et il y a 2 fois moins de studios. Regrettable, un tel constat fait évidemment écho aux récentes fermetures d'Étranges Libellules ou de Darkworks, qui n'a pas survécu à l'annulation du projet I'm Alive. Tu signes un énorme truc avec un très très gros éditeur et puis après tu te retrouves en moment de creux, tu as beaucoup de gens dans le studio, donc évidemment ça fait des coûts énormes, il faut bien que tu les fasses bouffer, ce contrat-là meurt pour une raison ou pour une autre, on peut penser à Darkworks entre autres, tu vois, ça a fait énormément mal à l'industrie cette histoire. Voilà, du jour au lendemain ils perdent un contrat, ça finit par capoter quoi. Et là, s'ils n'ont pas été les seuls en France à qui c'est arrivé. La plupart du temps, en fait, les développeurs, ils sont pas indépendants, ils sont dépendants justement. Les petits développeurs, ils sont dépendants des éditeurs, et c'est une position pas très agréable du tout en fait. Très inconfortable parce que c'est déjà dur de faire un bon jeu, d'être créatif, de faire des choses avec des moyens. Mais alors si en plus on a justement les éditeurs plutôt froids et qui sont contre nous et qui nous font des contrats pour nous ficeler tout et pour tout prendre et rien nous laisser, alors c'est encore moins facile quoi. En réalité, la plupart des studios français ont un jour ou l'autre rencontré d'importantes difficultés. Le premier jeu qu'on a fait était très mauvais, Times of Conflict. On pensait qu'il était bon. Et on s'est dit, putain, merde, on est nul. Alors on était nul, le jeu était nul, mais voilà, c'était notre premier jeu, on savait pas faire du jeu, on était arrivés comme des tocards. On a dû, après avoir fait pourtant une démo assez avancée, mettre le jeu effectivement de côté parce que simplement il fallait absolument qu'on trouve des projets et qu'il fallait absolument qu'on bouffe, tout bêtement. Pour la petite histoire, on est allé voir Sony à Liverpool pour leur proposer Mars et en fait en sortant du rendez-vous on était un peu déprimés parce qu'ils nous disaient qu'on n'était pas assez gros pour faire des projets pour Sony, etc. Ce qui était évidemment vrai, mais malgré tout c'est pas toujours facile à entendre. De fait, les studios doivent régulièrement se remettre en question et revoir leur façon de procéder, de travailler. On s'est dit bon, petit projet donc plus facile à gérer, donc effectivement XBLA PSN ça serait pas mal, essayer de penser, d'imaginer un petit jeu qui pourrait tourner là-dessus. On s'est dit bon on va essayer de faire mieux, et on a choisi de rester dans un genre, le genre qu'on aimait. Pour Spider, la solution est notamment venue des missions réalisées pour le compte de tiers. On s'est beaucoup aussi auto-nourri grâce à des missions techniques, grâce à au portage. On a bossé pour Eugène System sur Ruse, on leur a filé un petit coup de main. Avec Wizardbox sur Grey Matter, dès qu'on pouvait grappiller un peu de sous en faisant des petites missions ici et là, pour les uns ou pour les autres, on le faisait. Alors qu'Eugène System est parvenu à faire mouche avec son projet suivant. Il y a peut-être aussi des conjonctures, peut-être qu'on a eu plus de chance avec des mécaniques qui étaient plus heureuses. Act of War, quand il est sorti, on était pour reprendre ce truc des Game Rankings, mais on était le jeu le mieux noté de l'année. On a fait le numéro 1 mondial, on a fait waouh, on est les stars. Et alors on s'est dit bon, est-ce que on peut faire mieux ? La question de la qualité est primordiale pour le studio parisien.
pense qu'on n'a peut-être pas besoin de faire des jeux alimentaires ou ce genre de choses comme ça, parce qu'on s'attache à fournir de la qualité et augmenter cette qualité, ou en tout cas restant dans la course de la qualité globale des jeux vidéo. Quand c'est pas le cas, comment veux-tu t'en sortir? Tu peux pas, tu dégages, tu meurs. Pourquoi les joueurs iraient payer pour des jeux de merde? Un haut niveau de qualité qu'il est plus facile à atteindre quand on a les moyens de ses ambitions, mais qui ne doit pas pousser à une croissance démesurée. On commence maintenant à pouvoir gérer 2 projets côte à côte. Là, on est 35 à peu près, et on va encore grossir un petit peu. On ne veut pas grossir trop vite, de toute façon, mais voilà, on y va petit à petit. Des petites équipes qui doivent permettre de mieux se réorienter quand le vent tourne et de profiter aujourd'hui du dématérialisé. C'est une plateforme qui, bien utilisée, est géniale, parce qu'elle permet aussi à plein de jeux de sortir qu'on n'aurait jamais vu. Des jeux comme... mais même des jeux qui ont eu énormément de succès. Minecraft, s'il n'y avait pas eu le moyen d'y accéder de manière dématérialisée, au départ, jamais il serait sorti. Jamais un éditeur a signé Minecraft. Cela dit, même sur le dématérialisé, la qualité ne doit pas être négligée. Le dématérialisé, oui, oui, ça a des défauts. Oui, il y a des gens qui l'utilisent, des gens méchants qui l'utilisent mal et qui font en sorte que les joueurs sont effectivement pris pour des imbéciles. Et étant joueuse moi-même, je suis la première à pas être contente. Je pense que ça doit être le credo de tout le monde, quoi. Et la qualité, il faut être intransigeant avec. De même que ton jeu ne devrait pas être buggé, de même que tes contrôles devraient être les plus accessibles. Bon, on n'arrive pas toujours. Alors voilà une situation pas forcément, enfin pas très enviable en ce moment pour le jeu vidéo indépendant français. Non, mais il y a quand même je sais pas, il y a quand même un peu de fou, même de rébellion, quoi, de la part des développeurs, et ça, je trouve ça rassurant. Qu'ils ne soient pas abattus comme ça, qu'ils essayent quand même de donner le meilleur et de lancer des projets. Heureusement qu'ils gardent l'agnac, parce que dans un contexte comme celui-là, il leur faut vraiment l'envie de se révolter. En tout cas, ça a été l'occasion, voilà, la Gamescom, de voir avec eux. Rencontre très intéressante auxquelles ont eu la chance nos amis sur place. Alors, un studio indépendant français également qui a fait sensation justement durant cette Gamescom 2012, c'est Dontnod avec Remember Me que nous avons choisi comme étant notre coup de cœur de ce salon. C'est la partie qui s'engage dans cette émission. Notre coup de cœur donc Remember Me. Qui s'appelait Adrift, justement auparavant, qui était vraiment dans le... exclusif PlayStation 3. Donc, parce qu'à la base, il y avait un partenariat avec Sony qui apparemment est tombé à l'eau. Alors, on ne sait pas vraiment apparemment, il y a aussi des petites tensions, des accords au niveau de la conception du jeu et en tout cas son orientation. Apparemment, là, le jeu donc, du coup, est passé chez Capcom et a été un petit peu remanié. Voilà, c'est ce que j'ai ouï dire un peu dans les tréfonds du web. D'accord, tout à fait. Donc, du coup, petit désaccord. Et c'est Capcom qui rafle la mise derrière, qui s'est montré le plus entreprenant et apparemment le plus fidèle, le plus respectueux de l'image du jeu. Donc, Dontnod, c'est un studio français qui est quand même pas récent, et j'ai envie de dire, puisque ça fait quand même 4 ans que la prod a été engagée sur ce titre. Enfin, c'est pas non plus celui qui est sous le feu des projecteurs. Tout à fait. Et c'est pas non plus des petits jeunes, des petits débutants qui pratiquent dans ce studio-là, puisque ça a été fondé par 5 personnes qui ont toutes travaillé chez Ubisoft. Pas toutes chez Ubisoft. Une bonne partie chez Ubisoft. Une partie chez Ubisoft quand même. Par exemple, on a Oscar Gilbert qui est le directeur général, qui a été senior producer chez Ubisoft. Alexis Briclot, lui par contre c'est un artiste de bande dessinée et illustrateur qui est vraiment excellent. Je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il fait. Voilà, on a Maxime Maury aussi qui est Jean-Maxime Maury, effectivement, créatif directeur ancien d'Ubisoft, et aussi quand même à mentionner Alain Damasio, qui est auteur de science-fiction parmi les meilleurs actuellement. Et d'origine lyonnaise, il faut quand même le noter. Non mais c'est vrai. Non mais oui, il faut pas l'oublier. Mais voilà, un immense auteur qui a accompagné la création de ce studio et qui a travaillé pendant, je crois que c'était 1 an et demi sur la Bible de l'univers. Il faut vraiment créer quelque chose de très dense, de très cohérent, absolument ne laisser rien au hasard. Et donc, le fruit de tout ça, c'était Adrift et maintenant Remember Me. C'est un titre de SF, un cyberpunk, qui va se passer en 2084. Tout à fait, dans un Néo-Paris, exactement. Tout à fait. Alors moi, je vais vous lire le pitch quand même que j'ai trouvé vraiment très excitant.
La réalité augmentée et la manipulation mémorielle ont pris le contrôle de la vie des gens. On peut désormais acheter, vendre ou échanger ses propres souvenirs. Les dernières barrières de l'intimité sont tombées dans le prolongement de l'essor des réseaux sociaux et de la géolocalisation au début du XXIe siècle. La société de contrôle acceptée par les citoyens eux-mêmes en échange de quelques bénéfices technologiques est désormais une réalité que personne ne prend plus la peine de contester. Cette économie de la mémoire n'est pas sans donner un immense pouvoir, un immense et incontrôlable pouvoir à une poignée d'individus. Donc voilà, c'est très anticipation, très extrapolation. On extrapole voilà, la mouvance actuelle sur les réseaux sociaux, sur l'hyperconnexion entre les individus. Et en plus, on est dans un pari un peu futuriste, donc ça nous concerne encore d'autant plus. On a eu deux vidéos cette année de mémoire à la Gamescom. Tout à fait. Donc une vidéo de gameplay vraiment là, on a pu découvrir les mécanismes de jeu et une bande-annonce qui nous met un peu plus dans le contexte. D'ailleurs, vous devez peut-être en voir quelques extraits en ce moment même. Donc c'était on a enfin vu la concrétisation de toutes ces belles intentions, j'ai envie de dire. Le moteur a l'air de suivre, il y a une vraie direction artistique. Et puis voilà, il y a quelque chose sur la fin de la vidéo de gameplay au niveau des choix qui moi m'a particulièrement intéressé. Limite, ça peut être limite choquant, je trouve. Il y a quand même c'est vraiment différent quand même de la plupart des autres jeux. Donc c'est vrai que c'est le truc on va adhérer ou pas quoi. À mon avis, il y aura un tel choix artistique délibéré que ça sera oui ou non quoi. Tout à fait, ça va quand même assez loin. Donc juste pour précision, on incarnera Nilin qui est une chasseuse de mémoire. Oui. Et donc en fait, elle verra sa propre mémoire effacée par son employeur qui s'appelle Memorize, si je dis pas de conneries, Memorize. Et puis du coup, elle va se retrouver traquée sans comprendre vraiment pourquoi. Alors, il y a un petit côté bande conspiracy. Donc elle va chercher à la fois à retrouver sa mémoire et en même temps à faire la lumière sur les raisons de cette trahison de la part de son employeur, avec toute la thématique politique assez forte qui devrait être développée tout au long du scénario. En tout cas, c'est ce qu'on espère sous la plume d'Alain Damasio. Donc ça sort normalement sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Tout à fait. Et nos chers amis à Cologne ont eu la chance de rencontrer un des développeurs. Il s'agit de Jean-Maxime Maurice. Il y a tellement de personnes là sur ce film. Le Creative Director, donc qui nous en apprend un petit peu plus sur Remember Me, notre coup de cœur de cette Gamescom 2012. Donc je suis Jean-Maxime Maurice, je suis directeur créatif chez Dontnod Entertainment et game director sur Remember Me. À la base, donc, c'est Adrift, et à la base, Adrift, c'est 5 personnes qui ont fondé une boîte qui aujourd'hui est arrivée à 100 personnes, 100 employés extrêmement talentueux. Et donc, ça prend du temps. Donc, c'est-à-dire que le jeu, effectivement, ça fait 4 ans qu'il est sur les rails, mais en termes de réelle force de frappe de production, en fait, ça fait vraiment que 2 ans. On est venu à la Gamescom l'année dernière, on a montré des choses aux journalistes, on a eu des bons retours, les éditeurs sont venus à la table, et puis Capcom a été le plus entreprenant, le plus respectueux aussi de l'identité du jeu. Leur stratégie, c'était d'orienter toute une partie de leur développement vers l'Occident. Et quand on a vu ça sur le net, on a envoyé un mail tout de suite, on s'est mis en contact. Ça faisait 4 ans qu'on bossait dessus, c'était vraiment un objectif hyper ambitieux qu'on s'était fixé dès le début. Mais j'ai envie de te dire que moi, mon boulot, c'est d'y croire coûte que coûte. Et c'est dur également pour les petites structures, pour les jeux indés, tout ça. Nous, notre choix, c'était de faire ce genre de jeu. Moi, personnellement, j'ai le plus grand respect pour toutes les formes de jeux. Il n'y en a pas un, AAA n'est pas supérieur à un jeu indé. Il y a de très bonnes choses partout. This is the target, Frank Forlan, new commander of the Saber Force. On cherchait à explorer vraiment des thèmes de dérive, que ce soit au niveau sociétal, politique, économique, environnemental. Et puis au fur et à mesure, on a vraiment plus centré notre propos, et ça a été vraiment sur des thématiques d'extrapolation sur le thème de la mémoire dans un jeu cyberpunk. Pourquoi la mémoire ? Parce qu'on se dit que ça n'a jamais été fait vraiment en cyberpunk. Enfin, ça a été fait, mais je veux dire, on est beaucoup plus habitué en cyberpunk à des thématiques d'augmentation corporelle, technologique. Nous, on prend un angle un peu différent, qui est la mémoire, qui est du coup l'intimité. On base ça aussi sur une extrapolation des tendances actuelles, des réseaux sociaux, du fait qu'on upload tous des parties entières de notre vie comme ça, juste parce que c'est cool et parce que on s'amuse, mais on ne se rend pas compte du potentiel, je dis bien potentiel, pouvoir qu'on donne aux gens qui contrôlent ces informations-là. On ne veut pas faire un jeu qu'avec ça, parce qu'on ne veut pas que les gens en plus nous cataloguent à mort dans la catégorie des développeurs français qui font un truc qui a l'air hyper ambitieux mais qui délivreront jamais. Donc on met
en place une structure d'action-aventure un peu plus balisée, mais dans lesquelles on essaye de rajouter, de quand même faire les choses un petit peu différemment, avec des combos au lieu d'un système de corps à corps, au lieu d'un système traditionnel de TPS, avec aussi tout un tas de features qui sont liées à la mémoire, avec d'autres choses aussi dont on parlera plus tard, dans la com. A friend once said, "The memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress." On a une structure linéaire, structure narrative linéaire, structure de level design linéaire, même si on a de l'exploration pour des collectibles, ce genre de choses dans certaines portions de niveau, mais le jeu est linéaire. Alors après, voilà, parfois, comme dans la vidéo que vous avez vue, il peut y avoir sur un court segment de level design un endroit où il y a 2 chemins pour arriver au même endroit, mais c'est très rare et globalement, c'est vraiment une structure linéaire. C'est un choix conscient, créatif pour garder un maximum de contrôle sur les événements et les émotions qu'on veut faire vivre aux joueurs. C'est toutes ces réflexions menées en parallèle qui font qu'au final on arrive avec Remember Me aujourd'hui, qui est un jeu d'action-aventure à la 3e personne sur PS3, 360, PC, qui arrive en mai 2013, édité par Capcom, et qui est la somme de tout ça, quoi. Toutes ces couches d'accessibilité qu'on a voulu lui donner, cette couche de thriller science-fiction, d'action, cette couche de réflexion sur l'humanité, l'identité et les réseaux sociaux, et puis cette couche d'effets papillons et de memory remix, quoi. Donc voilà pour Remember Me et son studio Dontnod qu'on va suivre vraiment de très très près, ça vous pouvez compter sur nous parce qu'il nous a vraiment emballé pour le moment. Tout à fait, en tout cas c'est vraiment le jeu qui pour nous sort du lot et qui a le plus d'ambition par rapport à la Gamescom 2012. On a également eu, justement suite à la conférence Sony, une keynote, donc comment on appelle ça, un espèce de petit environnement avec donc des développeurs, parmi les plus... en tout cas, les plus motivants, les plus motivés par la thématique artistique de la dimension. Sony a choisi parmi les jeux qui sont à venir sur ces supports certains des plus ambitieux et organiser cette table ronde avec les développeurs des 10 jeux. Sur le thème Video Game and Art, donc le jeu vidéo et l'art. Le fameux tout de suite, débat. Maxence et Benoît qui avaient les yeux qui scintillaient. Tout à fait. Et donc du coup, c'était l'occasion pour Benoît de nous faire un petit sujet. En rapport aussi avec les quelques jeux qu'ils ont pu voir sur le salon Gamescom 2012. Une fois n'est pas coutume, Sony entamait cette Gamescom 2012 par une table ronde sur une question aussi passionnante que problématique, celle du jeu vidéo comme art à part entière. Particulièrement discutée, la thèse de l'art vidéoludique ne met personne d'accord, jusque dans les rangs des développeurs invités pour l'occasion. Et pour cause, les aspirations artistiques du média n'ont eu de cesse d'être contredites, tant par son caractère industriel que par son histoire. Sous l'angle historique, le jeu vidéo n'a longtemps été conçu que comme une extension du jouet. L'art ne s'y invitait que par la petite porte, par le son de musique en bip-bip et l'image de monde en pixels. Quelques décennies de progrès plus tard, voilà que surgissent des titres comme Metal Gear Solid, Silent Hill 2 ou Shadow of the Colossus. Autant d'œuvres visionnaires, sources d'émotions nouvelles et impensables sans leur composante interactive. Le jeu vidéo venait de s'ouvrir une nouvelle voie, celle de l'art avec un grand A, capable d'exprimer en termes ludiques les visions esthétiques de ses auteurs pionniers. Si le cinéma s'écrit en plan et en séquence, en quoi s'écrit l'art vidéoludique? Question passionnante sur laquelle on tâchera de revenir. À l'heure de la Gamescom, on vous propose d'abord un petit retour sur les titres dont la démarche artistique nous a le plus marqué. Sans conteste, le jeu arty du salon, Unfinished Swan propose aux joueurs de révéler un décor invisible en le maculant d'encre noire. Une belle idée de gameplay au seul service de l'expérience esthétique. Je voulais susciter l'émerveillement, un endroit où les gens soient perdus et qui procure une sensation de pure découverte. Ce souci esthétique, on le retrouve également dans Dishonored, un jeu d'assassinat à forte caution artistique. Si Arkane n'en a pas fait son fer de lance et préfère parler de la liberté d'action, ces décors figurent pourtant parmi les plus visuellement inspirés depuis la cité 17 d'Half-Life 2. Pour le game director Raphaël Colantonio, cette cohérence esthétique est le fruit d'un dialogue constant entre les pôles artistiques et gameplay. C'est vraiment intégré dès le départ en fait, je dirais, parce qu'en fait, autant on donne des idées à l'art, autant l'art nous donne des idées. Dans Dishonored, l'art n'est pas une fin en soi, mais plutôt une matière première au même titre que le gameplay. Une approche également adoptée par le studio Dontnod sur Remember Me. Pour son directeur créatif Jean-Maxime Maurice, la notion d'art y dépasse largement sa simple fonction cosmétique.
Il ne s'agit pas simplement d'enjoliver les décors par moult détails, mais bien de leur faire raconter quelque chose. Cette nouvelle fonction de l'esthétique dans un jeu vidéo porte un nom, la narration environnementale. Chaque élément, chaque props dans l'univers, s'il peut raconter une histoire, c'est mieux. C'est vraiment dans le détail le plus absolu que les belles histoires sont racontées. Et c'est des thématiques et des problématiques plutôt qu'on prend en compte à tous les niveaux du jeu. Dans ces 2 derniers titres, comme dans la plupart des jeux récents, la direction artistique est devenue un outil narratif à part entière. Preuve que l'art a fait du chemin depuis les débuts bricolés de notre média interactif. Voilà, merci Benoît pour ce petit compte rendu de cette keynote intéressante. Je pense que vous avez remarqué quand même depuis le début de l'émission, on a essayé vraiment de relever des thématiques en prenant un peu de recul sur tout ce qu'on a vu. Parce que l'actu, vous l'avez vu dans les différentes brèves du site. Et voilà, on a essayé, vu que c'est le dernier jour, de conclure un petit peu, mais vraiment de faire un bilan un petit peu éditorial, tout simplement, sur ce qu'on a pensé, nous, ici, mais aussi de ce qu'ont pensé nos envoyés spéciaux et ce qu'ils ont pu récolter comme information des différents acteurs du marché. Donc, ça nous a donné ce beau sujet, je trouve, sur une thématique qui est quand même pas forcément évidente, puisque tout le monde s'empoigne encore continuellement là-dessus. Donc merci Benoît. Et puis bien notre émission va s'achever sur une petite balade en compagnie de Maxence. Vous le savez, vous avez un peu l'habitude maintenant. On vous propose à chaque fois un petit tour des stands, parce qu'il y a toujours quelques petites curiosités, quelques jolies petites créatures à croiser. Et il y a quand même une grosse exclusivité. Il y a un jeu qui n'a jamais été montré en termes de vidéo, certainement des plus porteurs depuis la naissance du jeu vidéo, avec une star du box-office américain. Enfin, je vous dis que ça, Maxence a adoré, on peut le dire. Et il y avait une queue phénoménale de personnes qui attendaient pour y jouer. Voilà, je vous dis que ça, c'est à la fin de la vidéo. Bon tour des stands, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Et puis en tout cas, on se donnera rendez-vous évidemment à la Gamescom 2013. Ciao. Ciao. Nous sommes à la Gamescom 2012 à Cologne en Allemagne et comme c'est un peu un rituel à chaque salon, on va vous proposer un petit aperçu de ce que propose cette édition 2012. Donc évidemment il y a des jeux, évidemment il y a des stands énormes, des babes, beaucoup de bruit, beaucoup de monde là puisque c'est la journée publique qui vient de démarrer. Je vous propose de me suivre pour un petit aperçu de ce que propose cette Gamescom 2012. Alors à tout seigneur, tout honneur évidemment, le roi de cette Gamescom c'est le jeu PC et a fortiori le MMO qui est présent sur tout un hall complet lors de cette Gamescom. Donc on voit par exemple le très attendu Guild Wars 2 juste derrière moi. On a ici juste à côté le stand de Trion Worlds avec End of Nation et des distributions de t-shirts à gogo. Mais surtout ce qui attire beaucoup de gens, c'est le stand qui est juste à côté, c'est le stand World of Warplanes qui est en gros la suite spirituelle du célébrissime World of Tanks. On a une petite activité qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais bon, dont les gens se régalent. Regardez les milliers de gens qui sont posés autour de ces petites hôtesses affriolantes qui simplement donnent de leur corps pour le jeu vidéo, pour la science. C'est magnifique. Une des grosses stars de ce salon, c'est League of Legends, donc qui est déjà sorti mais qui est toujours très populaire, qui est présent ici puisqu'il y a des matchs qui sont en train de se jouer et surtout qui est présent juste à côté. Donc là, il va falloir me suivre un petit peu. Qui est présent juste à côté sur la partie e-sportive de l'événement Gamescom. On sait que l'e-sport est hyper développé, donc en France notamment, mais en Allemagne encore plus. Et donc là, on a évidemment des compétitions qui vont se dérouler tout au long de ces 4 jours de Gamescom. Alors, nous voilà à la découverte d'un second hall avec derrière moi une reproduction en papier mâché d'un super hélicoptère de combat. C'est évidemment pour Warface, le free-to-play FPS de Crytek qui est déjà sorti en Asie il y a quelques mois et qui va débarquer bientôt sur notre continent. Tandis que juste derrière moi, donc si tu veux bien te tourner mon ami Clément, il y a, comme toujours chez Sony, une ambiance un peu cosy, c'est-à-dire qu'on peut s'essayer à la PlayStation Vita, à la PS3, sur des petits poufs. Là-bas, il y a des espèces de mini peignoirs aussi où les gens peuvent se poser pour essayer les jeux. Si tu veux faire un panneau, là, on voit que le stand est vraiment très gros. Je pense que c'est quasiment le plus gros stand de cette Gamescom. Et Sony est venu en force parce qu'ils ont tenu une conférence alors que Microsoft et Nintendo étaient absents. Sony se devait d'affirmer sa présence auprès des joueurs européens. Bon, voilà, c'est chose faite, même si au niveau des annonces et de la conférence, certains, dont je fais partie évidemment, sont restés un peu sur leur faim. Konami est là, présent aussi également à cette Gamescom. Bon, le stand n'est pas massif. Et comme on a l'habitude avec les Allemands qui déconnent pas avec ce genre de truc, avec la violence, etc., Metal Gear Rising est caché. Donc il est caché dans les hauteurs. On ne peut pas distinguer des images du jeu si on n'a pas plus de 18 ans et si on n'est pas autorisé à monter. On a également du PES cette fois qui a vraiment pignon sur rue. Malgré sa perte de vitesse de ces dernières années, la série fait toujours recette, que ce soit en Allemagne ou partout en Europe. Et puis on a également
Ubisoft qui est encore plus touché, on va dire, par cette folie du 18+, puisque tous ces jeux, Assassin's Creed, Far Cry, sont dans des espèces de grands bâtiments où les gens doivent faire la queue et doivent surtout présenter patte blanche pour pouvoir rentrer, parce que si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas voir toutes les images, on va dire, violentes, et donc tu ne deviendras pas un tueur sanguinaire a priori, puisqu'on sait très bien que les jeux vidéo violents rendent les enfants violents. Il y a quoi d'autre? Oui, du coup, il y a tout au fond, on le verra peut-être pas ici, mais il y a un Wii U Lounge où les gens peuvent s'essayer à la Wii U. Donc c'est une bonne nouvelle pour les joueurs européens qui ont l'occasion d'essayer la prochaine console de Nintendo qui sortira sans doute à la fin de l'année, même si y a des rumeurs qui évoquent une sortie pour début 2013. Et donc on peut s'essayer au lapin crétin, on peut s'essayer à toutes sortes de jeux. Merci monsieur, c'est bien sympa. On peut s'essayer à toutes sortes de jeux sur le salon. Donc voilà, le deuxième stand se résume à peu près à Sony, Ubisoft et Konami. Alors non, évidemment, je me suis trompé, le plus gros stand, c'est pas celui de Sony, c'est celui d'Activision Blizzard, évidemment, parce que Activision Blizzard a quand même, on l'a vu, StarCraft, Heart of Swarm m'a montré également World of Warcraft, Mist of Pandaria. Donc rien qu'avec ces deux jeux, il utilise un espace quasiment fou, quasiment l'équivalent d'un hall complet, parce que tout le monde a envie de s'essayer au prochain STR et au prochain MMO, on va dire de référence, en tout cas au nombre de joueurs qui vont y jouer. Et puis Activision, vous en avez l'habitude maintenant, qui a été obligé de calfeutrer ses murs pour ne pas montrer une seule image de Call of Duty Black Ops 2, qui est évidemment un jeu 18+, et qui est un jeu que les gens peuvent essayer en multijoueur à l'intérieur de ces murs, mais qui ne peut pas se montrer au tout venant. Fidèle à ses habitudes, Electronic Arts est bien présent à cette Gamescom avec un stand tout à fait similaire à celui de l'année dernière. Seuls les jeux changent, donc on a pas mal de FPS du côté chez Electronic Arts, notamment Medal of Honor Warfighter. On sait qu'il sort à la fin de l'année là, et que même si le premier s'est bien vendu, il y a encore quand même du retard à rattraper sur la franchise Call of Duty. On a également Crysis 3 qui sortira en début d'année prochaine, qui est aussi un gros espoir de vente pour Electronic Arts évidemment, et Battlefield 3 que EA ne peut évidemment pas se permettre de lâcher, puisque c'est quand même sa poule aux œufs d'or des FPS, et que c'est peut-être son seul titre qui est capable d'aller titiller Activision sur son terrain. Chez Electronic Arts on a évidemment du FIFA, parce que le football est très très important, que ce soit en Allemagne ou pour le marché européen. On a du Most Wanted qui est peut-être pas le jeu le plus attendu de cette fin d'année, mais qui, en l'absence de concurrence au niveau des jeux de course, pourrait faire son petit effet. On a également du SimCity, EA, fidèle à sa réputation, il y a même Star Wars The Old Republic qui est là pour présenter sa nouvelle mise à jour. C'est du classique, de l'efficace. On sait qu'il y a un catalogue qui, au niveau des grosses franchises, des franchises A, envoie du très lourd, donc tous les jeux sont bien présents ici. Et évidemment, on n'oublie pas de faire le choix en présentant des voitures de course un peu aux quatre coins du stand, également des petites peintures et entrée à SimCity. Il y a vraiment plein de choses à voir sur ce stand, et les gens ont l'air de s'y amuser. Alors comment décemment se quitter sans évoquer peut-être la plus grosse surprise de ce salon de cette Gamescom 2012. Je vais bien entendu parler de Rambo The Video Game, qui est là ici présent juste à côté de moi. Donc évidemment je peux pas vous montrer d'image parce que le jeu est 18+, donc il est camouflé. Ceci dit, il y a des centaines de malheureux là qui sont en train de faire la queue. Moi-même j'ai fait cette queue, j'ai attendu plus d'une demi-heure pour m'essayer au jeu. C'est peut-être la plus grosse boost que j'ai jamais vue sur un salon, c'est incroyable. C'est un rail shooter FPS avec lequel on joue grâce à un accessoire fait exprès par Razer. Et c'est nul à chier. Donc ces pauvres malheureux que vous voyez ici là qui font la queue, ils se disent bon, on n'a rien vu sur le jeu, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être la bonne surprise de ce salon, donc on va faire la queue pendant 1 heure, 2 heures pour s'essayer au jeu. Tout ça pour ressortir avec une malheureuse grenade en mousse et le souvenir terrifiant d'un jeu pathétique et qui arrivera bientôt sur nos PC et consoles. Et je vous encourage déjà à pas acheter parce que ça va être une vraie merde.